Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire les mercredis de la crypto spécial mining. Nous avons l'honneur de recevoir Saimi Barregan, fondateur et CEO de Start Mining, qui nous présentera un peu plus en détail Start Mining tout à l'heure. Je laisse la parole à Pierre-Yves qui va animer ce webinaire. Salut Julien, bonjour à tous. Ravi d'être là pour un nouveau webinaire des mercredis de la crypto. Le programme aujourd'hui, c'est que on fait un petit point sur l'actualité crypto qui a été assez riche et plutôt assez positive sur les marchés récemment. Donc on va essayer de voir un petit peu pourquoi. Et puis surtout, après, on va passer pas mal de temps pour essayer de creuser, découvrir avec Samy le minage en fait, de Bitcoin, donc des cryptos en général et d'essayer un petit peu d'identifier, de voir si ça pouvait être finalement une stratégie d'investissement qu'on pouvait mettre en place plutôt que d'acheter directement du Bitcoin. Pourquoi pas investir dans des machines de minage de Bitcoin et dans ce cas-là, voilà, quel rendement on peut espérer, quels sont les risques, voilà, et donc c'est tous ces sujets dont on va parler avec toi, Samy, expert sur le sujet. Peut-être tu veux te présenter juste avant, voilà, avant qu'on commence un petit peu. Allez, très succinctement, parce qu'il paraît que j'ai l'air de m'étendre assez longuement lorsqu'il s'agit de faire des introductions. Donc, je m'appelle Céline Barragan, je suis le CEO de Start Mining. Et puis, alors Start Mining, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise dans la cryptosphère en France qui existe depuis maintenant 7 ans, qui a une mission, j'allais dire, d'intérêt presque public. C'est de rendre plus familier, plus accessible le mining à tout un chacun, que ce soit des particuliers, des entreprises ou des fonds d'investissement, et ce faisant, d'aller négocier les prix de l'énergie chez directement les producteurs, que ce soit en France ou à l'étranger, et d'organiser une vaste colocation de manière telle à ce que la plupart des personnes, la plupart de nos clients puissent être le plus rentable possible. C'est vraiment l'objectif clé. Donc, on a créé un concept de colocation il y a à peu près 7 ans en arrière. On a aujourd'hui des milliers de clients partout dans le monde qui sont très intéressés par ce qu'on fait, qui trouvent leur compte, puisque le but de la colocation, c'est de faire en sorte que ce soit le plus rentable possible, le plus green, mais aussi le plus rentable possible pour tout le monde. Pas que pour un hedge fund de 2 milliards, mais aussi pour un particulier qui a un budget de 5 000 dollars. Et ça, c'était la mission qu'on s'était fixée il y a 7 ans. Il a fallu fédérer beaucoup d'acteurs de la cryptosphère en France. On l'a fait, on a quelques partenariats ici et ailleurs. Et aujourd'hui, on est très heureux de continuer de faire ce qu'on fait, que ce soit en Islande, aux États-Unis ou dans d'autres pays, et de continuer de faire scaler le modèle qui marche, de l'améliorer. On a lancé aussi un token en 2023 qui a plutôt bien marché. On a été sold out assez rapidement. On a renouvelé le stock. Et puis là, on travaille sur la prochaine version du token avec nos chers confrères et amis de toujours de chez l'AMF pour avoir toutes les autorisations pour lancer la nouvelle version du token. Voilà. Donc on travaille d'arrache-pied pour toujours pareil, cette philosophie de rendre le mining le plus accessible possible et le plus rentable possible pour tout le monde. Ouais, top. Super, on va voir un peu tout ça en détail au fur et à mesure. Peut-être, Julien, tu peux passer à au slide d'après. Je ne sais pas si je peux, moi, mais. Ouais. Donc voilà, celui d'après encore. Donc on va commencer par l'actualité crypto. Donc je pense que voilà, pour un petit point marché, donc si on fait une photographie par rapport au dernier webinaire qu'on a fait il y a un peu plus d'un mois aujourd'hui, on voit que les marchés se sont bien redressés. Il y a, voilà, je pense que personnellement, il y a un impact aussi macroéconomique, notamment avec Trump qui a assoupli un petit peu sa politique tarifaire, j'ai envie de dire. Voilà, c'était plus un levier de négociation avec certains pays qu'une vraie volonté d'imposer des tarifs douaniers excessifs à plein de pays internationaux. Donc on voit que tout ça, petit à petit, finalement, ça lui a permis d'avoir des échanges avec les dirigeants des pays et de nouer des accords. Le dernier en date, c'était la Chine. Donc c'est vrai que ça, c'était un vrai stress pour le marché, que ce soit crypto, mais le marché action, les actifs risqués en général. Et donc on voit finalement, comme ça, ce risque était un petit peu derrière nous, voilà, les marchés ont repris de la hauteur. Le Bitcoin est quasiment assez plus haut, autour de 104 000 dollars depuis le début de l'année. Donc on revient sur des niveaux qu'on a vus en janvier. Et par contre, c'est l'Ethereum qui, lui, avait énormément souffert depuis pas mal de mois. On avait une forte
sous-performance de l'Ethereum par rapport à Bitcoin notamment. Et on voit là que Bitcoin, enfin que Ethereum a pris en 30 jours 60%. Et puis on va voir un peu plus loin comment on peut expliquer finalement cette surperformance d'Ethereum, alors que ça fait des mois et des mois, ça fait quasiment depuis le rebond du marché. On voit que ce rebond depuis début 2023, si on revient, il a été quand même principalement guidé par l'hausse du Bitcoin. Et les autres ont progressé, mais pas forcément dans les mêmes ampleurs. Et Ethereum, finalement, pas vraiment progressé. Donc voilà, donc ça, c'est une bonne chose. La slide d'après, on voit toujours d'ailleurs que Bitcoin a une dominance, enfin, il y a quand même une dominance aujourd'hui de 65% du marché, qui reste des niveaux parmi les niveaux les plus importants qu'on ait vus dans les années précédentes. Au détriment, bien évidemment, d'Ethereum et des autres cryptos. Donc, si maintenant, pour expliquer un petit peu ce rebond, ce réveil, on va dire, d'Ethereum, qui avait tendance à vraiment sous-performer depuis le début de l'année, mais aussi depuis pas mal, depuis 2 ans quasiment, on a eu une mise à jour majeure du réseau Ethereum, qui est nommé Pectra, et qui vient finalement, qui est la mise à jour la plus importante depuis The Merge, donc depuis le passage du Proof of Work au Proof of Stake du réseau Ethereum. Donc c'est une mise à jour très très importante. Et en fait, ça vient apporter plusieurs innovations, plusieurs améliorations du réseau en termes d'exécution, en termes de consensus. Donc en gros, il y a eu 11 ce qu'on appelle des EIP, c'est-à-dire Ethereum Improvement Proposal, pour renforcer justement la scalabilité et l'efficacité du staking. Et le fait aussi qu'il faut noter, c'est que depuis la dernière mise à jour était fin 2024, et cette mise à jour avait réduit dramatiquement les fees qui étaient perçus par le réseau Ethereum. Pour chaque transaction, il y a des fees qui sont pris en Ether, et notamment tout ce qu'on appelle les layers 2, c'est-à-dire ces blockchains qui utilisent Ethereum pour horodater, on va dire, certaines transactions. Donc, il y a tout, il y a Arbitrum, il y a Base, il y a plein de blockchains aujourd'hui qui sont très utilisés. Et elles, avec la dernière mise à jour, donc qui datait de fin d'année dernière, elles ont eu les frais qu'elles payaient à Ethereum qui ont été qui se sont réduits de 90%. Donc, elles sont retrouvées, au lieu de payer des millions de fees d'Ethereum pour horodater certaines transactions, elles payaient quelques milliers de dollars. Donc ça a beaucoup impacté l'Ether parce que les gens se sont dit, la valeur d'Ethereum, aujourd'hui, le réseau gagne beaucoup moins d'argent. Et on avait vu une inflation, une nouvelle émission d'Ethereum, alors que depuis The Merge, on avait plutôt un aspect légèrement déflationniste. C'est-à-dire qu'il y avait de moins en moins d'Ethereum en circulation, puisqu'il y avait une partie d'Ethereum qui était brûlée lorsque le réseau était très utilisé. Donc, il y avait beaucoup de transactions. Et on voit avec Pectra, peut-être c'est le slide d'après, je crois, on voit qu'à nouveau, on est venu, donc ça c'est un slide qui montre l'émission finalement d'Ethereum, du nombre d'Ethereum à travers le temps. Donc là, sur les 30 derniers jours, et on voit très bien que au moment où Pectra a été mis en production, on a eu une forte réduction de l'émission d'Ethereum, et notamment même une désinflation, c'est-à-dire qu'il y avait moins d'Ethereum au fur et à mesure. Et donc, on pense que c'est ça qui a vraiment drivé aussi le prix du marché, parce que les investisseurs se sont dit, maintenant, il y a quelque chose d'intéressant, plus le réseau va être utilisé, moins d'Ethers vont être en circulation, puisqu'une partie vont être brûlées. Donc voilà comment on peut en partie expliquer, je pense, cette surperformance de l'Ether. Et si on voit après le slide d'après, donc ça voilà, donc là on voit vraiment juste pour dézoomer un petit peu, à gauche c'est l'évolution de Bitcoin et à droite c'est l'Ethereum. Donc on voit que Bitcoin a quand même eu une tendance depuis 2023. Donc là c'est depuis le rebond du marché qui a été initié en début 2023. Et on voit que Bitcoin a progressé palier après palier. Tandis qu'Ethereum était revenu sur des niveaux qu'on avait vus, c'était quoi en 2023, 2023 ouais. Donc voilà. Mais là, on voit un vrai rebond. Et le slide d'après, ce qui est intéressant, c'est de voir la performance Ethereum par rapport à Bitcoin.
Donc on voit là que depuis 2023, on avait quand même une sous-performance régulière d'Ethereum et que récemment avec Pectra, on a eu un réveil et on a vu une surperformance. Donc potentiellement, on peut se dire techniquement que ce mouvement pourrait s'apprécier. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes sur le marché? Que potentiellement, Bitcoin pourrait continuer à progresser, mais peut-être plafonner autour de 120 000 $. Donc, on resterait entre 100 et 120 000 $. Alors qu'Ethereum pourrait remonter sur 4 000 ou 5 000 $ et dépasser ses anciens plus hauts. Donc, on voit finalement que Bitcoin pourrait progresser encore de 20%, alors que Ethereum pourrait quasiment doubler dans le même laps de temps. Donc, c'est peut-être ça que le marché aujourd'hui aussi anticipe. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont aussi surexposés aujourd'hui Ethereum, qui ont joué ce mouvement-là de surperformance de l'Ethereum par rapport au Bitcoin. Et potentiellement, c'est quelque chose qui pourrait se continuer dans les prochains mois. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon. Après, on ne va pas rentrer dans l'actualité parce qu'elle a été encore riche. Il y a eu beaucoup de choses sur les stablecoins, beaucoup de choses sur l'adoption encore des cryptos au niveau international. Mais je pense que maintenant, on va plutôt laisser la place à Samy pour essayer de creuser un petit peu ce sujet sur le minage. Est-ce que le minage cryptoactif, ça peut être une stratégie d'investissement patrimoniale ou stratégie d'investissement? Et donc voilà, c'est ça qu'on va essayer de répondre à ça. Mais peut-être pour commencer, Samy, tu peux peut-être nous rappeler qu'est-ce que le minage en quelques mots, parce que souvent c'est bien de repartir des bases. En quelques mots, t'es sûr? En quelques mots. Oui. Il y a un gros sujet, on peut en parler des heures. Mais Alors, d'un point de vue strictement factuel, le minage, c'est l'opération de calcul qui permet de sécuriser des blocs et de les raccorder au reste de la chaîne de blocs déjà préexistante. Ça permet de sécuriser l'ensemble des transactions qui sont contenues à l'intérieur de chaque bloc. Et en échange de ça, donc en échange de ces opérations de brute force, parce qu'un mineur, un ASIC, une machine qui mine du Bitcoin, elle ne fait que proposer des milliards de combinaisons possibles pour trouver la solution au bloc. Et une fois que c'est fait, eh bien, le mineur récolte en quelque sorte ce que contient le bloc. Le bloc, à ce moment-là, décapsule sa récompense. Sa récompense, c'est les fameux 3,125 bitcoins par bloc. Donc, le mineur, il branche sa machine, la machine, elle tourne, elle envoie des milliards de solutions possibles au réseau, et puis quand la bonne solution est trouvée, à ce moment-là, le mineur trouve avec la solution les bitcoins contenus dans le bloc qui est neuf et qui est rattaché à la chaîne. Alors voilà, donc ça fonctionne un petit peu comme ça. Alors on appelle ça le proof of work. Alors pourquoi proof of work? Parce que c'est la preuve de la valeur par le travail. Preuve de travail. Donc on va prouver la valeur d'une chose, non pas par une croyance, mais par le travail accompli par cette chose. C'est ça le proof of work. Si tu me permets, Pierre-Yves, je vais faire un tunnel là, donc je vais enchaîner, je vais continuer sur ma lancée. Je vais continuer sur ma lancée. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des actifs qui ont de la valeur parce qu'on y croit, parce qu'on a confiance, parce qu'il y a de l'usage, parce qu'il y a des applications. Et puis, il y en a où on a confiance parce qu'il y a une valeur sous-jacente. Dans le cadre de l'or, la valeur sous-jacente, c'est évidemment la quantité d'énergie qu'il faut pour aller en extraire. C'est le premier point. Et au-delà de l'aspect énergétique, il y a la raréfaction. On ne peut pas créer de l'or. Ou alors, pour le faire, il faudrait une quantité d'énergie dont le coût serait supérieur à la rentabilité qu'on obtiendrait en le faisant. Donc, ça n'a pas de sens économique. Donc, il y a la raréfaction de l'or qui fait sa valeur et le coût en énergie qui fait sa valeur. Deux points importants. Et Bitcoin va en quelque sorte s'illustrer comme un or numérique. Pourquoi? Parce qu'il a un supply qui est limité, on le sait tous, 21 millions de bitcoins, et qu'il faut une certaine quantité d'énergie pour l'extraire. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas extraire du protocole du bitcoin pour le mettre dans le marché, ce que fait le mineur, il sécurise des blocs. Quand il sécurise les blocs, on prend des bitcoins neufs qui sont dans le protocole, on les extrait et on les met en circulation. C'est parce qu'on parle d'extraction qu'on parle de minage. Et donc, c'est ça qu'on fait. Si ça me coûte 40 000 € de faire ça pour extraire un bitcoin, il est à peu près certain
que Bitcoin, je ne vais pas le vendre à 30 000. Je vais le vendre à 45 000 ou à 100 000. Donc à partir de là, on comprend que Bitcoin, c'est dans sa valeur sous-jacente, dans son proof of work, une activité industrielle qui a un coût de l'énergie, qui a un coût d'extraction, et ce coût d'extraction justifie de sa valeur. On est donc forcément face ici à une preuve de travail, une preuve de la valeur de par son coût de l'énergie. Et si tu veux, Pierre-Yves, je peux continuer sur la suite, sauf si tu as des questions. Ouais. Non, mais écoute, c'est très. Ouais, non, c'était voilà, une bonne intro sur le minage. Maintenant, c'est en quoi finalement le fait de miner du Bitcoin peut me rapporter de l'argent, quoi, grosso modo. Comment je vais avoir de la rentabilité, quels sont mes risques. Voilà, c'est un petit peu tout ça parce que il y a un coût, comme tu disais, c'est bien évidemment faire tourner toutes ces machines-là, il faut de l'énergie. Donc il y a un coût, de l'énergie, de l'électricité. Et donc là, tu me diras peut-être voilà, comment toi tu fais pour optimiser, quels sont les endroits, comment ça fonctionne. Et aussi de garder en tête que, étant donné que le mineur est rémunéré en Bitcoin, sa rémunération elle fluctue en fonction de la fluctuation du prix du Bitcoin aussi, finalement. Donc est-ce qu'à un moment donné, si demain on est amené à avoir un Bitcoin baissé, j'en sais rien, à 40 000 $, est-ce qu'il n'y a plus de. Voilà, la rentabilité par rapport à une machine que j'aurais achetée aujourd'hui, elle devient nulle et je dois débrancher ma machine, par exemple. Et est-ce qu'il y a une corrélation aussi, tu peux dire, entre le prix des machines et le prix du Bitcoin parce que, voilà, un peu toutes ces questions-là. Ok. Ça fait beaucoup. C'est beaucoup de questions. Ça marche. Alors, ce que je propose, c'est que je vais présenter un deck. Et puis, en analysant le deck tous ensemble, je pense que ça va répondre à toutes ces questions. On va faire ça. Je vais le partager tout de suite. Alors, Pierre-Yves, tu me dis si on voit, parce que je vais le mettre en plein écran chez moi. C'est bon. Alors, voilà, là je suis en plein écran. Vous voyez tous, c'est bon? Parfait. Ouais. Bon. Je vous laisse admirer le paysage islandais. Parce qu'on va parler aussi de l'Islande. Bon, très brièvement, j'ai présenté tout à l'heure, Start Mining, c'est une vision avant tout. C'est une vision, c'est une équipe, c'est des gens. Et le but, c'est vraiment de comprendre le Bitcoin, de comprendre le mining et de faire en sorte que ce soit le plus rentable possible. Parce que, évidemment, il y a la techno qui nous intéresse, on reste des passionnés, mais évidemment, il faut aussi que ce soit rentable. Donc, très succinctement, Start Mining, c'est depuis 2019, comme je disais tout à l'heure, on a Scale, le modèle. Il a plutôt bien marché, ce modèle de colocation. En ciblant toujours des pays qui soient le plus safe possible, là où on aurait des accords énergétiques. Donc, on a continué notre scale jusqu'à aller dans des pays comme le Paraguay, le Canada, les États-Unis aussi, avec une proposition de valeur qui est assez simple, c'est la colocation. Et dans les questions que tu as posées tout à l'heure, Pierre, on va y venir tout à l'heure, mais c'est très important de bien comprendre que le mining ne se résume pas à brancher une machine dans son garage. Ça ne peut pas marcher. Je réexpliquerai tout à l'heure pourquoi ça ne peut pas marcher, mais si vous voulez, le mining, c'est pas juste une machine que je branche, comme si je branchais un PC dans mon salon. Non, ça marche pas comme ça. Ouais. Il y a tout un script à respecter qu'on a, qui est la logistique, qui est le hash rate, qui est toutes les composantes majeures comme la maintenance, comme les réparations, etc., et qu'on est obligé de mettre en place. Et c'est pour ça qu'on a créé la colocation. C'est parce que la plupart des gens pourraient miner, ont le budget pour miner, pourraient être rentables en minant, mais ne le sont pas parce qu'ils ne sont pas spécialement dans l'expertise du sujet ou face aux bons acteurs pour le faire. Nous, on s'est concentré du coup depuis 2021 sur l'Islande parce qu'on s'est dit que c'était quand même un super spot. On a fait le tour du monde, on a visité quand même pas mal de pays. En France, ça devenait trop cher d'être rentable en minant de la crypto. Il y en a qui arrivent quand même en France, il faut le savoir, des énergéticiens, des gens qui travaillent dans des compagnies d'énergie en France, dont je tairai le nom. En tout cas, qui ont des bons plans électriques. Donc, quand on a un bon plan électrique, on peut très bien miner en France, c'est pas le sujet. Nous, on a fait le choix de l'Islande parce qu'on scale. Donc, on ne peut pas être sur des modèles qui fonctionneraient à la marge. On a besoin d'un modèle qui soit vraiment scalable sur du long terme, qui soit le plus durable possible. Et on a choisi un pays de prédilection où la géopolitique est stable et où, comme on peut le voir là, il n'y a pas d'export d'énergie. L'Islande, c'est une île. C'est un point majeur, c'est une île. Elle n'est pas raccordée au reste du monde par des pipelines. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que quand il y a un problème en Russie ou en Ukraine, on n'est pas affecté déjà ici au niveau du prix de l'énergie. Ça ne marche pas comme ça.
le pays est autarcique d'un point de vue énergétique, donc il est en surplus, il est en surabondance, et là, ça veut dire quoi? Que c'est un paradis pour les data centers. C'est vraiment devenu une terre de data centers. Autrefois pour les centres de données, à proprement parler, ensuite pour le mining, aujourd'hui beaucoup plus pour l'IA. On a énormément de compagnies dans l'IA depuis 2022, depuis qu'il y a eu cette crise en Ukraine, qui ont déménagé en Islande. Donc nous, on continue notre scale là-bas. On travaille aussi à la reconversion de certaines structures dans l'IA. Et il faut comprendre ici aussi que Bitcoin a majoritairement financé la plupart des infrastructures qui existent en data center aujourd'hui en Islande et qui vont être reconvertis pour de l'IA. Il y a vraiment un passage de relais, c'est que Bitcoin, c'est pas que la rentabilité. Je vais quand même répondre à ta question tout à l'heure, Pierre-Yves, mais je fais ce pont pour dire que Bitcoin, c'est pas que de la rentabilité. Bitcoin, c'est aussi un modèle économique prédictif qui permet le financement de centrales de production d'énergie qui, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, servent à autre chose qu'à faire du Bitcoin. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on veut miner, avant de se demander si c'est rentable, il faut se demander si c'est fonctionnel. Est-ce que ça peut marcher dans mon garage? Est-ce que j'ai les bonnes températures? Est-ce que j'ai le bon uptime? Est-ce que j'ai la bonne installation électrique? Est-ce que j'ai le bon réseau Internet? Est-ce que je vis dans un pays stable économiquement ou géopolitiquement? Donc il y a beaucoup de questions qu'il faut aussi se poser pour savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et là, on arrive au sujet de la rentabilité qui est quand même assez importante, c'est que nous, on fait très simple. Ce qu'on veut calculer, c'est combien est-ce que je produis mon Bitcoin. Parce qu'il faut bien comprendre que soit j'achète du Bitcoin, soit je le fabrique, je l'extrais. Il n'y a que 2 solutions sur Terre pour avoir du Bitcoin, il n'y en a pas 36. Soit je vais en exchange, sur Binance, sur Premium ou autre, et j'achète en spot, soit j'achète une machine et je vais le fabriquer. Bon, à ces 2 écoles, tout le monde n'est pas d'accord. Parfois, il y a unanimité, mais pas toujours, pour savoir qu'est-ce qui est le plus rentable, qu'est-ce qui est le plus intéressant. Mais s'il n'y a pas unanimité, c'est que ça dépend de l'angle de vision qu'on va prendre pour répondre à cette question. Quand on compare le mining en France à 24 cents le kilowattheure, le coût de production qu'on voit ici à l'écran en bleu, c'est le coût du Bitcoin, si je devais miner dans mon garage. À 165 000 $, quand on sait juste en dessous que Today, il est à 103 000, évidemment, il n'y a aucun sens. Personne ne fait ça. Personne de sens à faire ça. On a pris, là aujourd'hui, pour la démonstration, on a pris un S21 Pro 234 TH. Donc c'est un modèle qui est d'actualité, qui est récent. Donc je veux dire, on est sur des technos récentes, et on est en train de dire que là, si je devais miner en France, ça me coûterait 165 000 pour générer un Bitcoin. Donc il n'y a personne qui fait ça. Donc le coût de l'électricité est primordial dans l'équation, de savoir si... Bien sûr, bien sûr que c'est primordial. Il y a d'autres paramètres dont il faut prendre compte, ce que j'ai dit tout à l'heure, bien sûr, parce qu'il y a l'uptime. Il y a des gens qui peuvent avoir un prix d'énergie vraiment super intéressant, mais qui n'ont pas le bon uptime. Alors l'uptime, pour rappel, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que vous branchez votre machine, et puis vous avez des pannes électriques ou autres, puis vous vous rendez compte que ça ne tourne pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça va tourner peut-être 10 heures sur 24, ou 18 heures sur 24. C'est super important. Pourquoi? Parce que quand on achète une machine chez le constructeur, cette machine, elle a un coût. Ce coût est toujours basé sur un uptime à 100%. Le constructeur, quand il vous vend une machine, il ne va pas se dire « Ah, il va avoir une panne 30% de son temps ». Ben non. Lui, il vend sa machine dont le prix est basé sur le cours, évidemment, quand la fluctuation du cours. Donc tu dis que les prix des machines, du coup, fluctuent en fonction, si le Bitcoin monte, entre guillemets, il y a une vraie population. Les fournisseurs des machines vont répercuter ce cours-là, finalement. Toujours, et à parce que du coup, quand c'est rentable, tout le monde veut miner. Quand tout le monde veut miner, la demande est super à l'offre. Quand la demande est super à l'offre, le prix des machines explose. Mais la base de prix, la base de construction du prix, c'est que le constructeur se dit la machine va tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 toute l'année. Donc, le ROI, le retour sur investissement, il est prédéfini sur une base où la machine ne s'arrête pas. Ça veut dire que celui qui pense acheter, mais qui va faire tourner la machine 80% de son temps,
déjà, il a pratiquement perdu dans le game. Dans le monde, on a des acteurs qui vont être à 8, 9 centimes. C'est à peu près les prix qu'on constate dans le monde, le kilowattheure. Donc, même si on est le pays le plus nucléarisé au monde en France, c'est pas pensé pour, c'est pas conçu pour. Et dans le monde, on peut trouver des spots qui sont assez intéressants. Chez Start Mining, comme on génère une colocation dans un pays safe, l'Islande, on pourrait être à 5-6 centimes. Je pense qu'on peut trouver des pays dont le prix de l'énergie va être encore plus bas que celui qu'on affiche ici à 7,2, mais qui sont des pays qui sont plutôt risqués, où il y a certains dangers, où il y a parfois des bacs chiches à la douane, où les machines se perdent, bref, où c'est compliqué. Et où il y a parfois où le client n'est pas tout à fait propriétaire de sa machine, il croit qu'il l'est, mais en fait non, du point de vue fiscal, il ne l'est pas. Donc, on a préféré mettre de côté les pays où le prix d'énergie serait excellent, mais où le risque est considérable. Et là, dans le cadre de l'Islande et aussi des États-Unis, on est à 7,2 centimes. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Qu'on est à peu près 51 000 $ de coût de production. Concrètement, ça veut dire que tant que le cours du Bitcoin n'atteint pas ce qu'on appelle le break-even, le point de cassure des 51 000, c'est rentable de miner. On peut continuer de miner. Et on peut miner longtemps comme ça. Alors évidemment, les chiffres qu'on voit là évoluent en permanence par le principe de difficulté. Principe de difficulté, qu'est-ce que c'est? On l'a dit tout à l'heure, il y a un bloc. Ce bloc, il est là toutes les 10 minutes. Il y a un bloc toutes les 10 minutes. Ce bloc, il contient les transactions de tout le monde, de toute la Terre, en Bitcoin, toutes les 10 minutes. Bon. Quand on a miné et qu'on a sécurisé ce bloc à l'ensemble de la chaîne, qu'est-ce qui se passe? Il décapsule les 3,25 Bitcoin. Bon. Mais quand on est trop nombreux à vouloir miner, vraiment super nombreux, parce que c'est vraiment super rentable, et qu'il y a plein d'acteurs qui rentrent dans le marché, le camembert, il fait toujours 3,25 Bitcoin. Hein. Il ne va pas en faire 5 ou 6 ou 7. Il va faire... Bon, après, il y a des ordinals, donc c'est un autre sujet. Des fois, il peut faire un peu plus. Mais dans le protocole de base, c'est 3,25 Bitcoin. Donc, si on est 50 000 et que le lendemain, on est 200 000, il y aura 200 000 personnes qui vont se partager 3,25 Bitcoin. Et ça, c'est une façon simple d'expliquer le concept de difficulté. La difficulté augmente. En fait, la difficulté augmente parce qu'il y a toujours plus de personnes sur le réseau. Mais c'est bon signe. Plus il y a de personnes sur le réseau, plus ça prouve que le marché monte. Parce que si il y avait moins de personnes sur le réseau, ça serait plutôt la preuve que le marché n'est pas assez rentable. Et qu'il y a des gens qui quittent le navire. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça sécurise encore plus le réseau Bitcoin. Plus il y a de monde et plus la difficulté est importante, plus le réseau est solide, on va dire. Bien sûr. Et aujourd'hui, il a atteint des niveaux tels que c'est impossible en fait de casser Bitcoin, quoi, de prendre le contrôle Tout à fait. sur Bitcoin. Tout à fait. Absolument. Bitcoin est de toute façon too big to fail. À ce stade, de toute façon, on ne peut pas casser Bitcoin. Mais ouais, effectivement, plus il y a de monde sur le réseau, évidemment, plus ça le sécurise, donc c'est intéressant. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que finalement, il y a alors nous, c'est vraiment notre métier, hein, c'est vraiment, on est classé bureau d'études, c'est pas pour rien chez Start Mining, c'est notre code APE, c'est vraiment notre métier de faire de la recherche et de l'étude sur ce dont on parle ici. Et en fait, on se rend compte, quand on va vraiment en profondeur, qu'il y a des points planchers, en fait, il y a des chiffres planchers sur lesquels le marché va vraiment pas aller en dessous. C'est très rare, là, que Bitcoin, par exemple, atteigne 51 000. On est vraiment dans quelque chose d'extrêmement rare. Et ce qui va se passer, pourquoi je dis que c'est rare, c'est que même si Bitcoin tombe sous la barre des 60 000 et atteigne 51 000, le fait est qu'entre nous, 51, et le reste du monde à 63, il y a plein de gens qui vont débrancher. Il y en a plein qui vont disjoncter avant. Le fait qu'il y ait des gens qui débranchent parce que c'est pas assez rentable fait que la difficulté redescend. Ouais. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Donc, la difficulté monte parce que la difficulté suivra toujours le cours. Et quand le cours redescend, la difficulté redescend parce qu'il y en a qui quittent le navire avant. Et c'est pour ça qu'il y a des théories assez intéressantes qui parlent parfois de la loi du survivant. Même si on est quand même optimiste sur le marché, on pense que quoi qu'il arrive, que ça monte, que ça descende, au final, Bitcoin a toujours raison. Clairement. Les chartes du passé démontrent que Bitcoin a toujours raison. Et que Bitcoin, si on n'est pas panic sell, si on s'accroche ceinture et bretelle au marché, Bitcoin a toujours raison. Et il continuera à monter sur du long terme.
Et au niveau du coup tu parlais de performance, à quoi on peut s'attendre justement? Tu vois, aujourd'hui, si on prend un cours autour de 100 000 $, Ouais. si moi j'investis dans des machines, voilà, je mets 5 000 balles par mois dans la machine, si le cours, on va dire, reste à prix constant aujourd'hui, quelle est Ouais. la rentabilité? Et s'il baisse justement vers 60 000 $, ben, quel est l'impact sur cette rentabilité-là, quoi? Alors, à ceux qui nous écoutent, je vous promets qu'on n'a pas prévu en amont de parler de ça. On s'est pas dit avec Pierre-Yves, je vais présenter ces slides à tel moment, tu vas parler de ça et tout. Non, parce que Pierre-Yves, ta question, c'est Non, c'est pile le bien. slide que je viens d'envoyer. Ah, ok, j'ai pas vu. Donc, Ok. tu me fais la parfaite introduction Ouais, c'est la belle transition, quoi. à la slide. Donc, 5 000 $, effectivement, 5 300 $. Alors, j'avais prévu cette slide parce que je me suis dit, concrètement, de quoi on parle? Alors, quand on parle d'un ASIC de 234 TRH qui consomme 3,5 kW, 3,5 kW, c'est à peu près l'équivalent de 3-4 machines à laver, juste pour se représenter, on est à 5 300 $ d'investissement. 5 300 $ d'investissement pour une machine qui est qui est next-gen, donc qui est plutôt rentable, plutôt intéressante. Il y a mieux, il y a plus puissant, il y a plus haut de gamme, mais globalement, la machine qui est le plus vendue aujourd'hui, c'est ce type de ASIC-là. Dans notre modèle économique à nous, avec ce prix-là, avec un déposit, avec le suivi des réparations, la maintenance, etc., j'ai mis ici le coût. Alors, l'income, donc l'entrée brute, 392 $ par mois, et le coût opérationnel mensuel. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on mine avec ce type de machine, on a globalement 400 $ par mois d'entrée brute. D'entrée brute, évidemment, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le coût de l'énergie et tout ce qui est associé. Le coût de l'énergie représente 195 $, incluant la maintenance, incluant l'entretien, etc. Quand on fait le delta des deux, il reste quoi? Il reste 197,22 $. Ça veut dire que j'achète une machine à 5300, je mine, je vends, dans cette théorie-là, dans cette stratégie-là, je vends une partie de la production tous les mois pour payer mes coûts d'énergie et de maintenance, et il me reste à peu près 200 $ par mois. Sur ce 200 $ par mois, de combien de temps j'ai besoin pour faire mon ROI? Alors, je l'ai ici, on est à peu près à 26 mois de ROI, soit un APR de 44%. Évidemment, c'est super intéressant, évidemment, c'est super rentable, parce qu'il y a assez peu de modèles dans le monde à 44% d'APR, Non. donc ça reste très APR, intéressant. pour ceux à qui ça parle pas, c'est le rendement annuel, quoi, l'APR. Voilà. C'est le rendement annuel, voilà, c'est le rendement annuel, c'est ça. C'est combien est-ce que j'obtiens, on va dire, annuellement sur la base de mon capital de départ qui est de 5 300 $. Donc j'obtiens 44% de ce capital, donc 44% de 5 300 annuellement et en net, c'est-à-dire après avoir payé l'énergie. Alors ça, c'est une stratégie qu'on constate sur la plupart des mineurs font ça, hein, et la plupart Donc, des compagnies mining font ça. ça, tu dis, c'est pour un prix qui reste stable au prix d'aujourd'hui, quoi. C'est ça, hein, du Oui, Bitcoin. évidemment. On reste sur quelque chose de linéaire. Globalement, les valeurs restent les mêmes parce que même si on devait simuler une augmentation du cours de 2% par mois et une augmentation des difficultés de 1% par mois, on retomberait de toute façon sur nos pattes. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on est sur des prix assez planchers où, à un moment donné, tu es tellement proche du plancher en termes de sécurité que, quels que soient les moves du marché, ta variation en ROI, elle va varier de 2-3 mois, mais pas plus. Alors, Mais par contre, si le prix de Bitcoin, là, j'achète ma machine, je la fais tourner, mais le prix de Bitcoin, entre-temps, baisse à 60 000, ouais. ça sera ma rentabilité. Tu as des estimations à peu près si à 60 000 et à quel Bien ROI on sûr, serait bien en sûr, bien termes de sûr, bien vente. sûr, Voilà. bien Et sûr. après, Alors, maintenant, tout 51 000, comme tu dis, bah, vaut mieux débrancher la machine, l'arrêter pour. Voilà. absolument, absolument. Alors, selon les contrats, tu peux le faire, selon les contrats, tu peux pas le faire. Oui, Ça dépend moi, de l'énergéticien, mais évidemment, lorsque on bascule en dessous de ce break-even, alors c'est quand même bien de miner parce que tu as plus de Bitcoin du coup, parce que quand tu atteins ce plancher, il y en a plein qui vont débrancher, donc la difficulté descend. Donc voilà, il y a toujours cette mécanique qui revient. Et par ailleurs, je le répète, quand tout le monde quitte le navire, c'est aussi là que c'est super intéressant de miner, puisque on a plus de Bitcoin bien pour soi, sûr. puisqu'il y a moins de monde dans le réseau. Mais cela étant, si malgré tout, on est en dessous de ce seuil de rentabilité, oui, il y a un moment donné où il faut se poser la bonne question, est-ce que je débranche, est-ce que je débranche pas, est-ce que je revends, est-ce que je revends pas, etc. Mais il faut surtout pas agir, en tout cas dans la précipitation par expérience, parce que tout le monde fait ça et c'est la pire des choses à faire. Alors, Ouais, et après, ça dépend aussi si tu as de la liquidité pour payer l'infrastructure, l'électricité, en aussi, attendant que le prix du Bitcoin alors, remonte. Et voilà, il faut ça prendre en compte parce le que delta, bien sûr. voilà, tu vas bien sûr miner du Bitcoin qui Mm. aujourd'hui
avec un coût peut-être plus élevé que ce qui t'a coûté. Bien sûr. Plus faible que ce qui t'a coûté, mais demain, s'il reprogresse, tu pourrais le revendre plus cher. Et donc, du coup, voilà, Bien retrouver sûr. un ROI par la suite. Alors, tu vois, là, c'est exactement là que j'allais y venir. Le delta, ce qu'on a là dans le net par mois, le $200, c'est un delta. C'est un delta entre ma production et mon coût. Ce delta-là, il est intéressant à constater, mais on pourrait ne pas l'avoir, ce delta. Je m'explique. Ici, la plupart des mineurs, c'est un scénario, c'est une stratégie qui est safe, hein, mais qui n'est pas la plus optimale. La plupart des mineurs vont vendre leur production, en partie, pour payer leur coût de production. Il y a une autre stratégie, probablement plus intéressante, plus risquée, mais plus intéressante. Quand on croit au hold, quand on croit au fait que Bitcoin va atteindre 150, 200, 250, 300 000, c'est tout simplement pas vendre sa production et de faire un DCA. C'est-à-dire payer tous les mois de sa poche les $195, mais ne pas toucher au Bitcoin qu'on mine. Ouais. Les garder en réserve, les garder en stake, les holder sur du long terme, mais ne pas y toucher. Qu'est-ce qui se passe et que disent les chiffres? C'est que sur du long terme, quand on a gardé toute la production, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a 100% de nos bitcoins minés qui valent plutôt cher. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que si on revient à la slide précédente, il faut bien comprendre que quand vous achetez du bitcoin au cours actuel. Quand vous achetez une ferme de mining ou un ASIC de minage, vous achetez un outil. Vous n'investissez pas dans Bitcoin, vous investissez dans l'outil qui extrait le Bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je le répète, qu'on extrait à $51 000. Quand on extrait à $51 000, c'est comme si, au lieu de vendre une partie de la production, j'achète mon coût de l'énergie là. C'est exactement comme si on faisait un DCA. C'est exactement comme si, tous les mois, on achetait une portion de Bitcoin à $51 000. Alors ça, c'est... Oui, donc il y a des astuces comme ça qu'il faut connaître quand on est dans le game du minage, de manière à optimiser ses rendements sur du long terme. C'est un peu plus risqué, puisque on va faire un DCA. Mais pour celui qui se dit, moi, je suis déjà dans cette vision de faire un DCA toutes les semaines, tous les mois, je veux acheter du Bitcoin, ben non. Toutes les semaines, tous les mois, paye ton électricité de ta poche, puisque tu achètes du Bitcoin à 51 000 ou l'acheter à 103 000. Donc ça fait sens. C'est ce qu'il faut faire. Et c'est là qu'on voit des hedge funds qui ont cette stratégie-là. Ils ont un capital de départ, ils ont un deuxième capital qui va leur servir sur 3 ans, et sur 3 ans, ils payent leur énergie tous les mois comme ça, achetant ainsi du Bitcoin à bas coût. Voilà à peu près voilà, ce qui existe un petit peu sur le marché. Maintenant, pour répondre à ton autre question, Pierre-Yves, on dispose, alors ça c'est des documents internes que je n'aurai pas la possibilité de dévoiler ici. Nous avons des matrices. Alors une matrice, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on amène à nos clients qui ont déjà signé leur contrat chez nous. Cette matrice-là, elle est très simple. Elle est en abscisse ordonnée, cours et difficulté. Donc, on a le visuel sur tous les cours possibles du Bitcoin, toutes les difficultés, et qu'est-ce qui se passe si Bitcoin arrive à 60 000? Combien je gagne? S'il arrive à 120 000, combien je gagne? S'il arrive à 30 000, combien je perds? Donc ça, c'est des choses qu'on a effectivement et qui sont assez révélatrices des multiples de toutes les possibilités possibles dans le mining. Ok. Non, donc du coup, pour résumer, donc effectivement, c'est une stratégie rentable quand même parce que c'est au prix actuel, voilà, il y a quand même 44%, il n'y a pas énormément d'investissements qui rapportent ça. Après, il y a bien évidemment un risque, ça peut être volatile. Si le prix du Bitcoin baisse, cette rentabilité va baisser. Il y a aussi un risque après qui peut être maîtrisé notamment par l'expérience de professionnels comme toi sur où miner du Bitcoin, les risques géopolitiques, les risques pays d'électricité et autres. Et est-ce qu'il y a aussi du coup une obsolescence de la machine? Parce que j'investis maintenant, comme tu dis, voilà. Est-ce qu'on peut dire finalement dans 2-3 ans, en fait, la machine, elle ne vaut plus rien, il faut la changer obligatoirement, quoi. Alors, il y a au moins 3 réponses à cette question. Première réponse, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'obsolescence technologique programmée. Ça, c'est le premier point. Il n'y a pas un Bitmain qui a trouvé le miracle du 1 nanomètre et qui vend du 3 nanomètres. Ça n'existe pas.
Alors, je m'exprime j'explique le nanomètre. Quand je parle de nanomètre, c'est vraiment la taille de gravure de puce. Il faut bien comprendre que les ASIC aujourd'hui sont gravés entre 3 et 5 nanomètres, comme les iPhones, comme la plupart des outils qu'on a aujourd'hui. Et en fait, plus la taille de gravure de puce est petite et fine, plus on peut mettre de composants pour un même environnement, et du coup, plus on économise de l'énergie. Donc, c'est extrêmement intéressant de graver petit. Il n'y a pas ça aujourd'hui, une obsolescence programmée avec des constructeurs qui ont trouvé le secret du 1 nanomètre et qui vendent en 3 et qui savent très bien que dans un an, ils vont vendre la suite. Ça n'existe pas. Par contre, ce qui existe, c'est l'obsolescence due à la baisse de rentabilité, ou par l'augmentation de la difficulté, ou par la baisse du cours. Et cette obsolescence, elle se veut de par le fait qu'à un moment donné, oui, il y a d'autres machines qui sortent, plus puissantes pour la même quantité d'énergie, donc capables de livrer beaucoup plus de hash rate et donc plus de rendement pour le même besoin énergétique. À partir de là, on a des gros du game chez nos amis au Texas qui vont acheter massivement leurs ASIC et qui vont faire péter la difficulté de 10 points. Donc quand ça arrive, ça veut dire que la rentabilité de tout le monde, elle descend de 10 points pour tous les autres. Et à ce moment-là, effectivement, ça devient compliqué. Il ne faut pas oublier qu'un mineur reste en compétition avec tous les autres mineurs dans le monde. Même si on est dans des pools, même si on se répartit les gains des blocs, au prorata de notre hash rate, un mineur restera toujours en compétition avec un autre mineur. Et celui qui a le plus de puissance, le plus de déficience énergétique sera celui qui aura le plus de rendement. Donc, quand on a une machine comme celle-ci, que dans un an, il y a des machines plus puissantes qui sortent, qu'il y a de grands acteurs cotés en bourse qui achètent massivement, on peut effectivement assister à une augmentation brutale de la difficulté. Si le cours ne suit pas, ça pourrait amener une machine à être moins rentable. Je ne dis pas rentable, hein, moins rentable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'aura pas un ROI infini, on aura un ROI qui pourrait se prolonger. Demain, si la difficulté elle explose, le ROI pourrait prendre plusieurs mois. Et c'est pour ça que lorsqu'on arrive sur ce marché, il ne faut pas acheter des machines de seconde main, sauf si on a un super plan de l'énergie. Il faut aller sur des machines qui viennent de sortir, de préférence. Comme ça, on rentre dans la course avec les meilleures écuries et on est à peu près certain qu'il faudra au moins 2 ans, voire plus, pour qu'il y ait un nouveau bond technologique qui viendrait appâter les gros du game et ainsi augmenter la difficulté. Donc, on arrive sur le marché, on prend ce qu'il y a de plus récent. On ne va pas chercher les machines plus anciennes, sauf, je le répète, si on a un super prix de l'énergie, là, il ne faut pas hésiter. Ouais, ok. Ouais, non, c'est clair. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Mais en général, une machine, on peut la garder et même dans 3 ans, elle peut continuer en fonction, bien évidemment, de la difficulté, oui. mais à imprimer, on va dire, des bitcoins, quoi. Oui, le ASIC, la machine, reste évidemment résistante. Ça reste un outil qui peut continuer de miner pendant 5, 6 ans, 7 ans. Quelqu'un qui ne paie pas son énergie, typiquement, déjà, il faut qu'il nous appelle, on va lui trouver un super plan de l'espace. et on va le conseiller comme il faut pour avoir la bonne recette du mining avec un retour sur investissement en 3 mois. Et celui qui ne paie pas son énergie, il peut miner pendant 5 à 7 ans sans souci, hein, avec la même machine. Okay. C'est robuste. Oui, c'est ça, ouais. Après, c'est le coût de l'énergie que tu payes qui va changer le curseur. Énergie, géopolitique, le climat, l'environnement. Est-ce que l'environnement est poussiéreux? Est-ce qu'il est humide? Il y a quand même évidemment d'autres variables qu'il faut tenir compte pour que ça dure. Mais oui, le facteur principal reste évidemment le prix de l'énergie. Ok. Oui, parce qu'après, tu as l'entretien de la machine dans le climat qui est poussiéreux, comme tu dis, ou humide, la machine va se détériorer plus facilement. Ça serait dommage que la machine casse avant d'avoir fait son ROI quand même. Hein. C'est ça, voilà. Non, ok, cool. Bah écoute, non, c'est pas mal. Bon, on parle, mais c'est vrai que je crois qu'on arrive bientôt à la fin parce que c'est un sujet passionnant. Tu voulais montrer un autre. Montrer un petit peu, parce que des fois c'est un peu abstrait ce dont on parle, mais je montre un petit peu à ceux qui nous écoutent et à ceux qui reverront la rediff. C'est les bâtiments qu'on a aujourd'hui en Islande. Alors, on a des bâtiments où on a le token Start. Je sais qu'il y a un client du Start qui est dans ce call, donc je pense à lui quand je dis ça. Et on a donc des bâtiments qui sont dédiés au token Start. Donc c'est des ASIC
qui minent vraiment pour nos clients. On est en train de déménager tout ça au Mexique. Et puis, on a des bâtiments qui sont en pleine conversion sur l'IA aujourd'hui, donc pour faire du HPC et de l'IA. Donc, ça aussi, c'est. Mais voilà, c'est une photo du grand spot islandais. Il y a une bonne dizaine de bâtiments. On fait la colocation, on n'est pas seul évidemment sur le site. On a des bâtiments qui ne nous appartiennent pas, on n'a pas du tout de machines à l'intérieur, qui appartiennent à de grandes banques très connues ou à de gros fonds d'investissement cotés en bourse. Donc on n'est pas dans chaque bâtiment. Mais on a eu le plaisir en tout cas d'occuper vraiment 100% de plusieurs de ces bâtisses qui appartiennent au sol islandais, dont on ne peut pas être propriétaire, je le rappelle. Tout appartient au pays. Mais là encore, on voit quand même que Bitcoin, qui a financé ces structures, ça apporte la preuve de cette création de richesse. On n'est pas là à uniquement rendre rentable le mining pour des privés. Il y a une vraie création de richesse qu'on peut constater lorsqu'on va sur place. Merci pour votre écoute. Et au niveau de... Moi, j'avais juste une dernière question, parce qu'il y en a qui entend parler, il y en a qui minent du Bitcoin, puis à un moment donné, je ne sais pas, ils bifurquent et ils utilisent donc le même matériel, mais pour l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, on a un gros boom de l'IA qui nécessite énormément aussi de puissance informatique. Et est-ce que c'est le même matériel qui est utilisé pour l'IA ? Non, voilà. Okay. Non, c'est même l'inverse en fait. C'est plutôt des cartes H100, H200 qui sont utilisées pour l'IA, qui vont servir ensuite à faire du mining, mais c'est pas du mining Bitcoin du tout. C'est du mining de altcoin. Assez spécifique. Après, avec NiceHash, on peut se permettre de faire une reconversion instantanée en Bitcoin, mais c'est pas du tout du mining Bitcoin. Mining Bitcoin, c'est des ASIC conçus pour en SHA-256 qui font rien d'autre que miner du Bitcoin. Par contre, oui, je vois exactement de quoi tu parles. Oui, ça existe. C'est pas ce qu'il y a de plus rentable. L'IA reste plus rentable que le mining. L'IA reste plus rentable que le mining, tu dis, ouais. Et plus safe, plus rentable, mais avec des capex d'investissement beaucoup plus conséquents. Une machine, c'est à peu près 300 000 $. Hein. Là où le mining, on l'a vu tout à l'heure, c'est à peu près 5 000. C'est pas du tout la même proportion. Ok, c'est pas la même proportion, quoi. Non. Ok, top. Bah écoute, merci pour cet éclairage, en tout cas, avec plaisir. Sur tout ce côté investissement et voilà. Mining qui est une autre façon d'investir dans le Bitcoin, finalement, comme tu l'as dit, un petit peu à l'image d'un DCA, si tu finances toi-même ton coût énergétique. Mais voilà, c'est intéressant. Ouais. Merci beaucoup, Saimi. Tu as montré justement que le mining, le minage, c'était une vraie expertise. Hein. Et je retiens effectivement que tu te positionnes plus qu'en bureau d'études qu'en miner. Et tu l'as démontré, enfin, tu le démontres par tes propos. Et c'est vrai que ça ne s'improvise pas. Non. Et que d'être bien accompagné, si on souhaite avoir cette démarche, ça a vraiment du sens. Bien sûr. Et des acteurs comme toi, D'ailleurs, je voulais ajouter un truc, et peut-être, Samy, tu pourras confirmer ou infirmer. J'avais lu pas mal d'études où à l'époque, il y avait des acteurs en France, hein, déjà, alors, je ne sais pas si tu en sais partie ou pas, mais pareil, en 2017, donc quand tu as dû commencer, qui ont essayé d'avoir des tractations avec EDF, notamment, pour utiliser l'énergie non consommée, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie, soit elle est consommée, soit elle est jetée, mais elle n'est pas stockée, surtout l'énergie nucléaire. Et c'était de dire, on va plugger des machines de minage de Bitcoin proches des centrales nucléaires, grosso modo, pour utiliser cette énergie qui est aujourd'hui jetée dans le réseau, pas consommée. Et je crois que les chiffres, c'était que si EDF avait fait ça, donc pour eux, il y avait zéro coût d'investissement. Hein, au lieu de la jeter, l'énergie, elle aurait juste été utilisée pour miner du Bitcoin. Mais je crois qu'ils auraient une réserve comme 5 milliards de dollars aujourd'hui de Bitcoin, quoi, EDF. Alors, c'est un sujet sensible et nébuleux. Point de départ à tout ça, je dirais 2018. Alors, je vais taire son nom par respect, puisqu'on est sur un format grand public. Mais il y avait un responsable département blockchain qui était intéressé pour dialoguer. On a pu ouvrir le dialogue et l'échange sur cette question-là, parce que c'est un vrai sujet. Moi, je suis un ancien d'EDF en plus. Je connais bien cette boîte et je l'aime beaucoup, cette boîte. C'est une très belle boîte. Et je pense qu'il y a un... EDF, hein, dans le minage, c'est bizarre. Ben ouais, parce que tu étais sensibilisé au secteur de l'énergie, évidemment. Mais je connaissais pas encore le mining, hein, sinon je serais resté chez EDF. Mais cela étant dit, il y a un dialogue qui a été ouvert en 2018 et dans ce dialogue, l'idée, elle était
je connais bien le problème des centrales. Les centrales d'énergie, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles sont mises à l'arrêt à un moment donné quand il y a une baisse du besoin. Elles peuvent être mises à l'arrêt pendant un certain temps et être redémarrées en hiver lorsque la France entière allume son chauffage au même moment. Alors évidemment, de manière assez prédictible et de manière à anticiper le besoin, mais il n'y a pas les mêmes besoins de manière constante toute l'année. Donc il y a un vrai sujet de surplus d'énergie. Il y a un deuxième sujet, c'est la stabilisation du réseau électrique. Il y a des sujets. Il y a des sujets. Quand on était à Vivatech, il a fallu que ce soit une compagnie, que je vais taire le nom là encore, une compagnie espagnole d'énergie qui nous approche pour voir comment est-ce qu'on peut sécuriser et stabiliser le réseau électrique. Parce que Bitcoin a l'avantage, effectivement, d'être linéaire dans son besoin énergétique. C'est linéaire. Donc on a ouvert le dialogue en 2018, et puis il faut savoir que l'État reste actionnaire d'EDF. Oui, en 2018, EDF, c'était bon, le Bitcoin, c'est du terrorisme, Bitcoin, c'est la drogue, le Bitcoin, tout ça. Donc il y a une image très négative qui a été embarquée. C'était impensable que l'État soit actionnaire de ça, par défaut, en étant actionnaire d'EDF, que l'État investisse dans Bitcoin. Et donc EDF, alors par sa filiale Exaion, a pu toucher plus ou moins la blockchain, aux cryptos, au staking, etc. Mais sans rentrer vraiment dans le mining de Bitcoin, parce que c'était Bitcoin et Monero. Deux monnaies tabous pour EDF, Bitcoin et Monero, mis dans le même lot, malheureusement. Est-ce qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a eu de l'évolution depuis 2018 chez beaucoup d'acteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, la mentalité a évolué? Je vois des politiciens qui en parlent. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire? Moi, je pense que oui. Mais il ne faut pas oublier qu'un site nucléaire, c'est une question de sécurité intérieure. Un site nucléaire, c'est une ville dans la ville. Donc, mes confrères mineurs qui pensent peut-être miner au sein d'une centrale, je ne voudrais pas trop les décourager, mais je ne vois pas un conteneur mobile de mining au sein d'une centrale. Donc, à mon avis, il y a des pistes de réflexion intéressantes, mais il faut vraiment creuser le sujet avec des ingénieurs qualifiés. Mais je pense qu'il y a définitivement un sujet d'intérêt national à mettre en place du mining, clairement. Et du mining de Bitcoin. On parle de plus en plus de réserves nationales de Bitcoin aux États-Unis, partout. Et ce biais-là, en fait, peut permettre aussi de construire finalement une réserve de Bitcoin nationale dans ce sens-là, quoi. Bien sûr. Au niveau d'EDF. Mais voilà, c'était juste une petite anecdote de fin pour dire, voilà, il y a des enjeux aussi plus loin que juste l'investissement comme ça. Tu sais, partout où il y a de l'énergie sur Terre, partout il peut aussi y avoir du mining de Bitcoin de manière intéressante et rentable pour tous. Donc, des fois, au Canada, on tombe sur des poches d'énergie en Alberta de plusieurs mégawatts. Impossible à extraire, personne n'en veut, ça coûterait trop cher de raccorder ça en pipeline au reste du Canada. Mais qu'est-ce qu'on a là? Une poche d'énergie qui peut devenir quoi? Une poche de hash rate. Il suffit d'y mettre les machines. En France, on a un pays le plus nucléarisé au monde, mais quand même un pays normalement en abondance sur énergétique, où quand on constate les prix de l'Arène, je ne suis pas sûr que EDF soit toujours très rentable en vendant sur l'Arène, sur le marché du nucléaire européen. Je ne suis pas sûr. Quand je vois qu'on est à 4 cents, je pense qu'un mineur de Bitcoin serait très heureux d'acheter à 5 cents, donc 1 cent de plus qu'à l'Arène, à 5 cents et de miner sur place. Parce que le vrai sujet, je vais terminer là-dessus, mais le vrai grand sujet du problème qu'on a en France au niveau du mining, c'est pas tant le coût de production. La France a un avantage énorme, c'est qu'elle a un coût de production qui, malgré tout, est quand même assez bas. Mais à ce coût de production, tu ajoutes la TURP, tu ajoutes la TICFE, tu ajoutes la CTA, qui sont autant de taxes qui vont surfacturer à un moment donné. Et puis, la TURP, c'est l'acheminement du courant électrique dans le reste de la France. Si tu te places avant compteur, donc tu es avant Enedis, tu es en direct avec EDF, tu es avant Enedis, ta facture ne va pas passer de 4 cents à 15 cents. Elle va rester à 4 cents. Donc, EDF, dans l'histoire, ils ne vont pas gagner 15 cents. Hein. Tu vois, ils sont sur leur coût brut de prod qu'ils revendent. Donc, à mon avis, il y a un sujet à être en direct de la centrale de production d'énergie, à être avant compteur, je pense. Et EDF est plus rentable, serait plus rentable. Pourquoi? Parce qu'EDF vend à 4,5 sur le marché, mais si EDF mine, EDF produirait entre 10 et 11 cents. Pourquoi je vends mon énergie sur l'arène à 4 si je peux
en minant, produire à 11,12. Parce que ton Bitcoin que tu produis, tu le convertis en euros instant. Hein, donc, rapporté au kilowattheure, ça fait 11,12. Donc oui, il y a un sujet, je te le confirme. Je pense qu'il faut le pousser, ce sujet, auprès des bonnes personnes. Mais il y a des montagnes à déplacer, les politiques. Et hautement politique, de toute façon, c'est sûr. Il faut en avoir l'énergie et la volonté. Et moi, j'ai passé l'âge de pousser les montagnes. On est parti en Islande. Non, mais voilà. C'est les montagnes, mais c'est un sujet, en tout cas. Demain, on parle beaucoup d'indépendance énergétique, de souveraineté, de tous ces sujets-là. Et Bitcoin, finalement, c'est une petite composante, mais pour contribuer justement à cette souveraineté, à tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les autres le font. Les États-Unis, après des pays plus petits aussi, mais bon, les États-Unis, ils ont commencé à faire ça. Donc, bien sûr. Voilà. Oui. C'est dommage avec l'infrastructure qu'on a en France aujourd'hui, le nucléaire, qui a été fait depuis 30 ans, 40 ans, voilà, on a créé ce réseau-là. Voilà, aujourd'hui, on a l'impression qu'il est un peu sous-exploité au final. Voilà. Mais c'est sûr que si ça se réveille, effectivement, je pense qu'on pourra compter sur toi, Saimi, pour aider à ce que ça se fasse. Ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir. En tout cas, c'était super passionnant. Et merci beaucoup, Saimi. Avec plaisir. Et merci beaucoup, Pierre-Yves. Merci. Et on a chaque mois un webinaire mercredi et crypto qui est super passionnant. Donc le replay va arriver très rapidement et je pense que je vais faire plein de petits replays parce que Saimi, tu nous as dit beaucoup de choses très intéressantes et ça va nécessiter de faire des petits montages pour mettre en avant chacun des points. Mais vraiment, merci pour ce partage. Avec plaisir, Julien. Merci pour votre invitation à tous les deux. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt. Merci, Saimi, en tout cas. Merci. À bientôt, tout le monde. Avec plaisir. À très vite. Bonne journée à tous. Bye bye.